Alors, on va revenir en plateau avec Michel Taubman, Nathan Dever et Olivier Lerner. Comment vous qualifieriez la situation politique en France aujourd'hui, vous? Alors, ce qui est intéressant, Shlomo, c'est qu'on vous a entendu un mot qu'on n'entend pas d'habitude lorsqu'on parle politique, c'est décantation. Eh bien, justement, ces derniers jours, j'entends moi aussi résonner des mots nouveaux lorsqu'on est dans la racontation, c'est un mot qui n'existe pas, dans ce feuilleton quotidien de la politique française. Accord, négociation, dialogue, accord de coalition, accord au cas par cas, référendum, compromis, compromission, dissolution, majorité constructive, démocratie parlementaire, je vous en passe et des meilleurs. Alors, il y a deux façons de choper ces mots nouveaux, entre guillemets, dans ce domaine-là, c'est de se dire soit on est optimiste, ou alors on est pessimiste. Moi, personnellement, je vais vous dire, je suis optimiste. Je pense qu'on est en train, justement, d'inventer quelque chose avec des mots nouveaux et qu'il en ressortira quelque chose de concret pour protéger notre régime parlementaire et notre démocratie, contrairement d'ailleurs à ce qui peut se passer en Israël avec ce puzzle qui fait un peu peur à tout le monde. Nathan Dever. Oui, c'est vrai qu'il pourrait y avoir deux regards sur la situation. Un premier qui consisterait à dire qu'il s'agit d'un blocage, et les arguments sont là. En effet, depuis que les législatives et les présidentielles sont synchronisées, c'était une situation inédite et même impensable que d'imaginer un président largement élu et quelques semaines plus tard, son parti, non pas battu dans les urnes, mais en tout cas mis en difficulté gravement dans les urnes. Ça, c'est ce regard-là qui serait en effet plutôt pessimiste. Mais il y en a un tout autre qui consisterait à dire que finalement, c'est une situation de déblocage politique. C'est-à-dire qu'on a vécu 5 ans où on avait un parti présidentiel qui était quand même dont l'idéologie, entre guillemets, était minoritaire et qui gouvernait sans aucun contre-pouvoir, et avec notamment un Parlement qui était presque inutile, ou en tout cas inexistant, qui n'était qu'une chambre d'enregistrement de la voix présidentielle. Donc il y a peut-être là un retour, en effet, et c'est peut-être d'ailleurs le coup de force de Jean-Luc Mélenchon, lui qui voulait passer à une nouvelle constitution, c'est qu'il a réussi à reparlementariser, et même à parlementariser, une 5e République qui, en l'état actuel, ne l'était plus beaucoup. Et donc peut-être que ça permettra aussi de conjurer des éventuels troubles sociaux. Parce que quand dans un pays, vous avez une assemblée, un parlement qui est largement dominé par un parti unique et que le peuple ne suit pas, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné notamment les Gilets jaunes. Peut-être que c'est nécessaire qu'il y ait plus de représentativité politique. Michel Taubman. Oui, il y a une confusion en France, toujours, et dans le discours des dirigeants et même du président de la République, sur la notion de majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'on considère que la majorité présidentielle, c'est ceux qui ont voté au premier tour pour le président élu. Donc ça serait les 28% obtenus par Emmanuel Macron. Et ça, c'est ce qui a prévalu pendant tout le premier quinquennat, où on a considéré que c'était les 25% qui représentaient la majorité présidentielle, avec un dysfonctionnement total, puisque les autres n'étaient pas représentés. La minorité présidentielle qui avait donné 21% des voix à Marine Le Pen au premier tour et 34 au deuxième tour n'avait que 8 sièges. Et ça explique quand même l'exaspération d'une partie du pays qui considérait que le Parlement était illégitime et que le président avait un comportement bonapartiste et qu'il dirigeait tout seul. Ce qui correspondait d'ailleurs à son tempérament. La situation actuelle correspond plus à l'ADN du macronisme, mais peut-être pas à l'ADN personnel du tempérament d'Emmanuel Macron. Mais on va avoir une situation, ce qu'il a défini hier, c'est quoi? C'est la majorité présidentielle du deuxième tour, c'est-à-dire un gouvernement qui irait du PCF aux Républicains. Alors les gens en France sont très surpris parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Alors qu'en Israël, on a Mansour Abbas, Le Meretz, Bennett qui sont dans le même gouvernement. Et en Allemagne, on a les Verts, les libéraux, les sociodémocrates avant avec les chrétiens-démocrates. Donc en France, on est tout à fait surpris par ça. Mais ce qu'il a défini hier, ce sont les partis qui, au deuxième tour, ont appelé clairement à voter pour Emmanuel Macron. Le PCF, contrairement aux Insoumis, n'a pas dit pas une voix pour Madame Le Pen, mais a dit nous appelons à voter pour Emmanuel Macron. Les LR l'ont fait moins clairement, mais leur candidate Valérie Pécresse a tout de suite dit appelé à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour. Donc, cette majorité présidentielle de deuxième tour qui existait auparavant, Balladur se présentait contre Chirac, et après Chirac, il représentait l'UDF et le RPR. Les communistes se présentaient contre Mitterrand en 81, et après, ils étaient dans la majorité présidentielle, avec des dysfonctionnements, des crises, des machins. Mais là, la situation nouvelle, du fait de la fin des deux blocs droite-gauche, qui s'est concrétisée en 2017, c'est qu'on est arrivé à une
tripartition du paysage politique et plus d'alliance. Et donc, ce que Macron va essayer de faire, dans un paysage politique totalement éclaté, où il n'y a plus de bipartisme ou de bipolarisation gauche-droite, c'est d'essayer de constituer une majorité présidentielle. Alors, maintenant, est-ce que c'est possible que dans les prochains jours, Madame Borne arrive à constituer un gouvernement dans lequel il y ait les LR, le PCF? Je pense que c'est pas possible dans les prochains jours. Mais c'est une volonté qui peut se concrétiser peut-être par le débauchage de quelques personnalités. Et en tout cas, moi je ne crois pas qu'on va vers une crise immédiate, parce que regardez, il y a un petit groupe qui s'appelle Utile. C'est un groupe qui est formé par d'anciens socialistes opposés à l'alliance de la NUPES, opposés à la LFI. Il y a David Habib, qui est un ancien partisan de Manuel Valls au PS. Il y a Olivier Falorni. Oui, mais enfin, ils n'ont pas fait un score. Ben, ils sont une vingtaine de députés. Ils sont une vingtaine de députés. Mais ils ont formé un groupe qui s'appelle Utile. Ils sont 23, avec des gens d'outre-mer. C'est un groupe, c'est des non-inscrits qui ont formé un groupe. Et ils disent, nous sommes dans une opposition constructive. Donc vous en trouvez 20 de ce côté-là, et vous trouvez 20 LR, ou 25 LR, et vous avez une majorité. Voilà. Vous avez une majorité. Bon, il y a une solution, dites-vous, qui est trouvable, mais enfin, encore faudrait-il qu'Emmanuel Macron entende le message qui a été porté par les électeurs. Et à l'AFP, il disait hier qu'il confirmait Elisabeth Borne dans ses fonctions. Alors oui, Olivier Lerner. Oui, Shlomo, on va bien vers un remaniement début juillet, ça veut dire dans une dizaine de jours maintenant. Effectivement, il a chargé son envoyé très spécial, Elisabeth Borne, pour sonder véritablement les oppositions. Donc elle va faire un job qui, je l'espère, va porter ses fruits. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand même Emmanuel Macron est fort. Il cherche, et c'est ça qui est quand même extrêmement osé, il cherche en fait des béquilles, tout simplement, chez les partis d'opposition. Je pense, comme le dit mon confrère, il va les trouver. Mais qui et comment et pour combien de temps? Ça, on verra bien. En tout cas, c'est un peu le monde à l'envers, parce qu'il demande finalement aux oppositions de faire pour l'instant le programme, en quelque sorte. Alors, le pouvoir, aujourd'hui, il est quand même à l'Assemblée nationale. Il n'est plus vraiment à l'Élysée, même s'il en garde évidemment encore une part. Mais avec des députés NUPES, RN et LR qui vont se lâcher, qui vont attaquer et mordre la cuisse de Jupiter, eh bien, on peut penser qu'à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui a 70 ans, eh bien, il n'a plus de mandat, mais lui, il n'a pas l'intention du tout de prendre sa retraite, et ça va donc chauffer à l'Assemblée. Alors juste un détail. On va parler de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Allez-y. Non, juste un détail. La question du programme se pose, parce que le président de la République dit « j'ai mon programme, il faut que ça se fasse dans le cadre de son programme ». En réalité, tout le monde sait que son programme est très flou, à part la retraite à 65 ans. Et donc, quand il dit « il faut aborder la question de la retraite sans totem ni tabou », qu'est-ce qu'il veut dire par là? S'il dit, autour de la table, il y a un problème de financement des retraites, les gens vivent trop longtemps, mais je ne réponds pas des décisions que nous allons prendre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être qu'on arrivera à la retraite à 63 ans et 2 mois. Mais s'il dit, c'est la retraite 65 ans, je demande aux anciens opposants de se rallier à ça, ça ne marchera pas. Donc ça dépend aussi de l'intelligence politique d'Emmanuel Macron. Mais je pense qu'hier, son intervention était très différente des précédentes, parce qu'il est sorti du flou, il a cadré les choses. Nathan Devers, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation à vos yeux? Alors, ce qui pourrait débloquer la situation, à mon avis, c'est de partir du diagnostic suivant. C'est que Emmanuel Macron, on a beaucoup dit que c'était le président de tous les records, le plus jeune depuis très longtemps, depuis Napoléon, etc. Mais c'est aussi le président d'un record un peu triste, c'est que c'est le seul président qui n'a jamais été élu autrement que face à l'extrême droite. C'est-à-dire en situation de barrage républicain, où les citoyens républicains votent pour lui, certains en se pinçant le nez ou à contre-cœur. Et donc ça crée un problème et quelque chose de très dangereux. C'est que ce qu'on voit depuis 20 ans, c'est quand même que le Front républicain a tendance de plus en plus à s'effriter, pour une raison très simple, c'est que quand Chirac en 2002 est élu face à Jean-Marie Le Pen,
82% de gens qui n'approuvent pas sa politique mais qui votent pour lui, eh bien il décide quand même de mener sa politique. Emmanuel Macron a fait exactement ça en 2017. Ce qui pourrait donc, pour répondre à votre question, à mon avis, débloquer la situation ou contribuer à la débloquer, c'est si Emmanuel Macron comprend, comme vous le disiez, que tous les partis qui ont appelé à voter pour lui au deuxième tour et tous les électeurs qui ont voté pour lui à contre-cœur au deuxième tour doivent être représentés, ce qui implique un changement de programme, en tout cas de mettre de l'eau dans son vin. Alors, on va faire une pause, le temps d'entendre un point d'actualité d'Eva Soto, et ensuite notre 4 quarts politique de la semaine revient. Le retour du 4 quarts politique de la semaine avec nos intervenants Rachel Binas, Michel Taubman, Olivier Lerner, Nathan Dever et Pascal Perrineau. Rachel Binas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct et en visioconférence. Vous signez dans Le Point cette semaine une très intéressante enquête sur les dérapages successifs de la France insoumise, soutien de Jérémy Corbyn, critique d'Israël, critique du CRIF. Est-ce que vous ciblez la France insoumise ou ça concerne la NUPES dans son ensemble ? Alors, on s'est focalisé un petit peu plus, bien sûr, sur la France insoumise, dans la mesure où la NUPES, de toute façon, est dominée aujourd'hui par la France insoumise, et que le PS a décidé, voilà, d'un mariage plus ou moins forcé, arrangé avec la France insoumise dans ce cadre des législatives. Ceci étant dit, on peut trouver une ambiguïté au sein également du PS. Il ne suffit pas de pointer du doigt la France insoumise pour évoquer dans son ensemble une ambiguïté à l'égard d'Israël, du judaïsme, des juifs qui touche une gauche. On est dans la continuité de ce fameux tiers-mondisme qui a déjà bien des années derrière lui. Il y a ce constat de Yanis Roder dans votre reportage, dans votre papier, que vous signez d'ailleurs avec Saïd Maran. Le constat de Yanis Roder est le suivant: jamais on n'aura eu autant de députés anti-israéliens et pro-palestiniens à l'Assemblée nationale. Il parlait là de la NUPES, bien entendu. Il est vrai qu'on a une Assemblée nationale qui change un petit peu de visage. Et puis également, en fait, une France insoumise, un Mélenchon, qui a également énormément évolué sur ces questions-là. Parce qu'il y a également le mot qui est extrêmement intéressant de Julien Drey à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il le connaît bien. Ils ont été compagnons de route au PS. Et Julien Drey a ce mot en parlant de Mélenchon. Il n'était pas comme ça avant. C'est lui qui m'engueulait parce qu'il me trouvait trop pro-palestinien. Je crois qu'il s'est enfermé dans une bataille contre le CRIF et est devenu une bataille privée. Ce mot résume bien le parcours de Jean-Luc Mélenchon et donc de la France insoumise, dans la mesure où, encore une fois, c'est un parti qui repose beaucoup sur sa personne et sur la ligne qu'il décide de donner. Alors, je profite de votre présence pour dire quelques mots, parce que vous revenez de Budapest, où s'est tenue une rencontre organisée par l'Association juive européenne. Et il apparaît dans une étude publiée mardi que les Juifs français sont les plus inquiets quant à leur sécurité parmi les 12 pays européens. C'est une étude extrêmement intéressante, un nouvel indicateur qui a été produit, des études qui ont été menées par l'Institute for Jewish Policy Research de Londres et par le European Union Agency for Fundamental Rights auprès de 16 000 juifs européens en 2018. Et en effet, il y a un décalage que note notamment l'auteur de cet index, un statisticien, Daniel Seski, c'est que la France est extrêmement bien notée, elle obtient un score très élevé en matière de politique gouvernementale. Elle est plutôt en haut du classement, mais à côté de cela, en ce qui concerne le sentiment d'inquiétude, d'insécurité des Français juifs, eh bien là aussi, il est extrêmement fort. Et donc, en termes d'insécurité, la France est vraiment en bas du classement, avec la Belgique, etc. Il fait bon vivre pour un juif d'être en Italie ou en Hongrie, mais beaucoup moins en France ou en Belgique.
Gilles William Goldnadel, qui était présent à cette réunion, a dit le seul sang juif qui a coulé en France a coulé de l'islamisme et ou des groupes palestiniens. C'était la tonalité générale de cette réunion à Budapest? Alors, elle se jouait en Hongrie, hein, donc le climat politique est très particulier. Et autant vous dire que la France passait pour un très mauvais élève, souvent pointé du doigt par les politiques hongrois eux-mêmes, hein, qui expliquaient que justement, eux n'avaient pas d'antisémitisme, contrairement à la France, en liant donc l'antisémitisme à l'islamisme, à un islam politique radical. Eux expliquaient que justement, ils n'avaient pas ce travers-là parce qu'ils géraient mieux leur immigration et que eh bien, la France, elle, au contraire, était mauvais élève. Beaucoup de politiques, hongrois notamment, ont insisté sur ce point. Nathan Dever, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, je pense qu'il faut faire attention à ne pas donner le monopole de l'antisémitisme à tel ou tel. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, aux islamistes. Quand on étudie l'histoire de l'antisémitisme, évidemment que l'antisémitisme mute, qu'il soit tantôt présent chez les uns, tantôt présent chez les autres, c'est une vérité, c'est une évidence. Mais ce que je veux dire, c'est que croire qu'aujourd'hui, c'est un fait, évidemment, l'antisémitisme qui tue, l'antisémitisme, pour citer Gilles William Goldnadel que vous citiez, qui fait couler du sang, c'est un antisémitisme, en tout cas en Europe, qui est essentiellement islamiste. Ça, c'est une réalité. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faudrait créer ce que Descartes appellerait une conjonction nécessaire, un lien logique comme ça entre islamisme et antisémitisme, comme si l'antisémitisme était réductible à l'islamisme. Pas du tout. Et il a muté, il en a vu d'autres et il en verra d'autres demain. Et juste une chose qui me semble importante aussi, je pense qu'il est très, très important de vraiment faire une distinction entre la critique de la politique israélienne, qui est normale et qui est même, je dirais même nécessaire. Quand on aime Israël, critiquer la politique israélienne, et la critiquer aujourd'hui en particulier, parce que depuis 20-30 ans, Israël a quand même beaucoup changé, s'est droitisé énormément, c'est nécessaire, même, je dirais presque à la survie d'Israël. Quand on lit les prophètes dans la Bible, ils ne font que critiquer Israël. Donc cette distinction entre la critique et évidemment, je ne suis pas naïf et je sais bien que cette critique est souvent en France le cache-sexe de passions qui n'ont rien à voir avec Israël. Souvent les pro-palestiniens, il y en a beaucoup qui ne savent même pas où se situe la Palestine sur une carte et qui sont habités par un antisémitisme. C'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et abandonner la critique de la politique israélienne. Rachel Binas, vous avez entendu l'argument de... vous êtes encore avec nous? Oui, tout à fait. Non, mais enfin, là, c'était pas le cœur du sujet. Ensuite, on va être honnête, ça se passe à Budapest, et donc c'est la conférence annuelle de l'EJA. L'objet n'était pas de critiquer la politique d'Israël. C'était vraiment pas la thématique. Bien au contraire, c'est la couleur politique qui était plutôt de droite, on va dire. Donc, c'était pas du tout à l'ordre du jour, disons, des échanges. Ensuite, je vous rejoins, bien sûr, la critique d'Israël doit pouvoir se faire de manière saine et en fait des deux bords. C'est-à-dire, on doit pouvoir critiquer Israël sans passer justement pour un antisémite, mais de l'autre côté, la critique d'Israël ne doit pas être, pour reprendre vos termes, un cache-sexe pour parler d'antisémitisme, bien entendu. Ni systématique, comme vous le montrez dans votre papier. Yanis Roder de la Fondation Jean Jaurès vous dit « Je vous mets au défi de trouver un député NUPES qui va défendre Israël ». Alors, c'est un député France Insoumise. En effet, lui, c'est quelque chose qui lui fait peur, hein, c'est-à-dire c'est ce climat, justement. Et ce qui est très intéressant dans l'échange que j'ai eu avec lui, c'est qu'il remonte plus loin. Il ne se focalise pas uniquement sur la France insoumise, c'est-à-dire qu'il explique que lorsqu'il a, par exemple, sorti l'ouvrage « Les territoires perdus de la République », ben, au sein même du PS, il y avait une incompréhension totale et un refus de voir le réel. Et ça l'a beaucoup surpris à l'époque, parce que pour lui, ben, cette gauche devait être en pointe dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les deux éléments étant indissociables quelque part dans ce combat-là. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment qui l'a marqué. D'ailleurs, si on regarde un petit peu la dernière polémique, celle d'Avignon, et de ce fameux dessin, caricature, je ne sais pas trop comment il faudrait le définir, eh bien, qui a pris la défense de ce dessinateur, de ce peintre? Eh bien, c'est la maire d'Avignon, qui, me semble-t-il, n'est pas de couleur France Insoumise, mais PS dans sa formation politique.
Donc, en effet, c'est une manière de tirer la sonnette d'alarme et de dire attention, parce que on est en train de tomber dans des passions qui ne sont vraiment pas saines et qui peuvent nous amener extrêmement loin. Alors, on va laisser un peu de temps pour le reste des sujets. Je voudrais qu'on parle un peu de l'Ukraine, qu'on parle un peu de la Cour suprême américaine et qu'on fasse un tour de table sur les coups de cœur ou les coups de griffe. Merci à vous, Rachel Binat. Alors, l'Ukraine a dominé l'actualité de la semaine avec le voyage d'Emmanuel Macron. Il y a aussi un film de Bernard-Henri Lévy qui va être projeté. Qui a vu le film? Michel Taubman, vous voulez commencer? On n'est pas représentatif c'est pas un échantillon de la population française, puisqu'on est 60% du studio à l'avoir vu. Le film passe sur Arte. Mais je l'ai vu aussi. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Bon, écoutez, moi, ça fait très longtemps que je suis et que je connais un peu Bernard-Henri Lévy. Et je me suis dit, en sortant de cette séance, qu'on avait de la chance en France d'avoir quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy. D'abord, cette éternelle jeunesse. Quand on le voit, il est plus tout jeune, hein, puisque ses premiers livres datent du début des années 70. Son premier reportage au Bangladesh date de 69 ou 70 pour le Nouvel Obs. Mais il a toujours cette incroyable jeunesse, cet incroyable fou, quand on le voit crapahuter sur les terrains de guerre dans le film. Et donc, on a de la chance d'avoir un intellectuel antitotalitaire qui représente vraiment cette tradition antitotalitaire de gauche, qui est un des joyaux intellectuels et politiques du XXe siècle, et qui est toujours là, et qui est toujours actif, et qui a toujours cet enthousiasme. Ensuite, c'est une véritable œuvre cinématographique. Et j'entends les critiques, je vois les critiques qui vont ici et là contre Bernard-Henri Lévy. Toujours les mêmes, c'est très subjectif, c'est très personnel, il se met en scène, alors on peut le critiquer, mais c'est une œuvre cinématographique, c'est pas un reportage journalistique. Et ceux qui tranchent avec les reportages journalistiques, et étant journaliste, je ne vais pas les critiquer, je veux dire, qui ont le mérite de nous montrer l'actualité au jour le jour, c'est la mise en perspective, c'est un point de vue, on peut discuter, on peut pas être d'accord, mais il a un point de vue sur le XXe siècle, il a un point de vue sur la Russie, il a un point de vue sur le communisme, il a un point de vue sur le fascisme, il a un point de vue sur le totalitarisme, sur l'Occident et sur la démocratie, et ils sont étayés par des perspectives historiques. Et c'est un film, c'est pas un reportage sur les événements des 3 derniers mois. C'est un film qui finalement met en perspective les événements actuels d'une manière assez émouvante et surtout qui donne envie d'aller vers sa thèse, hein, qu'il faut absolument soutenir les Ukrainiens, et surtout avec des images qu'on ne voit pas sur les télés. On voit la vraie guerre, c'est-à-dire qu'on voit les morts. On voit les morts, on voit les souffrances. Et ça, je veux pas... mes confrères des télévisions n'y sont pour rien. C'est qu'ils n'ont pas ce lien qu'a Bernard-Henri Lévy, je crois, et cette confiance des autorités ukrainiennes qui fait que en zone de guerre, il peut aller filmer, alors qu'un journaliste qui vient du jour au lendemain ne peut pas aller filmer. C'est comme ça. Et cet engagement politique... que beaucoup critiquent, hein, mais cet engagement politique aux côtés des Ukrainiens depuis longtemps, on le voit il n'a pas découvert Zelensky le 24 février, il l'a rencontré avant, etc. Il était en Ukraine en 2014. Tout ça a comme conséquence qu'il a accès à des sources, à des images qu'on ne voit nulle part. Donc c'est une véritable œuvre cinématographique, c'est une œuvre politique, et c'est aussi une œuvre d'une certaine manière journalistique, puisqu'elle nous apprend des choses, elle nous montre des choses, et surtout voir la guerre dans toute son horreur, ce que Bernard-Henri Lévy a toujours fait, toujours vu. Je me souviens qu'il avait, il y a une quinzaine d'années, écrit un livre sur les guerres oubliées, et cette thématique de la guerre, c'est un enfant de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui est né après la Deuxième Guerre mondiale, et qui porte dans ses gènes les séquelles des totalitarismes, mais pas seulement du totalitarisme nazi, mais aussi du totalitarisme bolchevique. Nathan Devers. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'année dernière, il a fait un livre et un film qui s'appelait Une autre idée du monde, où il faisait des reportages dans 5 pays qui lui semblaient, 5 zones qui lui semblaient potentiellement en crise et en grand danger. Il y avait l'Afghanistan, où il annonçait plus ou moins ce qui s'est passé avec les Américains. Il y avait l'Ukraine, et il y avait le Nigeria, où il dénonçait le début d'un massacre massif de chrétiens qui s'est depuis intensifié. Et il y avait en effet l'Ukraine. Et quand j'avais vu ce film, depuis, c'est vraiment incroyable de voir comment, une à une, ces zones-là connaissent exactement le sort qu'il avait prévu. Et en effet, sur la question de l'Ukraine,
ce qui a été frappant en France, ça a été de voir dans l'opinion les jours qui ont précédé le début de la guerre en Ukraine, tous les spécialistes, même plus on était spécialistes de l'Ukraine et plus on disait non mais il va rien se passer, je connais très bien le sujet, Poutine n'interviendra jamais, etc. Et en effet, dans le film de Bernard-Henri Lévy, dans Pourquoi l'Ukraine, ce qu'on voit en fait, c'est un peu comme dans Bosna, c'est la chronique d'un drame qui était annoncé depuis le départ, depuis 2014, et c'est un film qui est presque un miroir. Ça veut dire à la fois c'est un portrait de l'Ukraine, de l'Ukraine pas seulement aujourd'hui, mais de l'Ukraine depuis la révolution du Maïdan, mais c'est aussi, de fait, ça réverbère toutes les impuissances de la diplomatie européenne, occidentale, mais même surtout du regard occidental sur l'Ukraine. Donc en tout cas, c'est comme ça pour ma part que j'ai vu le film, et en effet, je suis d'accord avec vous, pas seulement comme un reportage, entre guillemets, objectif sur ce qui se passe en Ukraine depuis 3 mois. Alors, je vous propose d'abord un tour de table sur la décision de la Cour suprême américaine, décision quand même assez importante, grave, et qui pourrait avoir des répercussions en France. À preuve, le président Macron, et pas seulement lui, réclame de faire entrer le droit à l'avortement dans la Constitution. Cette décision de la Cour suprême américaine vise à autoriser les États qui le souhaitent à interdire l'avortement. Olivier Lerner. Oui, alors sur l'idée de la République en marche, effectivement, d'inscrire dans le marbre, dans une loi constitutionnelle, donc de chambouler un petit peu, de réécrire la Constitution de 58 et de faire entrer cette loi anti-IVG, je trouve ça inutile. Ce n'est pas un débat en France. Depuis 1974, depuis la loi Veil, Simone Veil, si elle nous entendait, si elle était au courant de cette information, eh bien, je n'ose imaginer sa colère et sa réaction. Mais on n'en parle plus. C'est acquis. On parle en ce moment, depuis quelques semaines, des armes. Aussi en Amérique. On parle du port d'armes qui serait autorisé sans aucune raison valable à New York. C'est pour ça qu'on va faire, nous, une loi ici sur les armes. Mais c'est pas un débat. Donc, à mon avis, c'est dangereux de toucher, de réécrire la Constitution française. Cela dit, qui gouverne aujourd'hui aux États-Unis ? Moi, lorsque j'ai vu vendredi cette information, je suis tombé de ma chaise. L'une des premières réactions a été celle de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'il a dit ? C'est la volonté de Dieu. Alors, qui gouverne aux États-Unis ? Ce sont les religieux ? Ou ce sont les ultra-conservateurs ? En tout cas, peut-être un peu des deux. Ce qui est extraordinaire, c'est que le pouvoir des juges, donc aux États-Unis, n'existe pas en France, qu'aujourd'hui, sur ces 9 juges nommés à vie, 3 l'ont été par Donald Trump, et on savait, en tout cas, ceux qui s'intéressent à cette question, savaient que ça allait bouger. Question IVG, ça peut bouger, question aussi mariage homosexuel, contraception et port d'armes. Donc c'est peut-être le début d'une action très très forte du pouvoir des juges qui fait que, évidemment, on s'interroge, on se dit attention, ça peut arriver chez nous, mais je crois qu'il ne faut pas aller au-delà. Bien sûr, il faut protester contre ce que l'on voit aux États-Unis, mais ne pas craindre que ce soit un tel débat pour nous, qu'il y ait une telle intervention du droit à l'IVG, en France en tout cas. Nathan Devers. Oui, moi aussi, quand j'ai vu tomber la nouvelle, ça a été une sidération incroyable, d'autant sidération renforcée quand on voit en plus la carte des États qui sont susceptibles de restreindre ou d'interdire l'IVG. C'est énormément d'États aux États-Unis qui vont sans doute aller dans cette voie. C'est absolument non seulement tragique, mais même c'est tellement étonnant de voir se réaliser des processus historiquement régressifs de manière aussi facile, évidente, constitutionnellement, institutionnellement facile. Deuxième réflexion quand même, c'est que ça montre que, hélas, l'œuvre de Trump sera extrêmement pérenne parce que il a placé ces juges très jeunes à la Cour suprême qui vont sans doute agir très longtemps, comme vous le disiez, pour faire baisser des droits, supprimer des droits. Hein, c'est quand même une des définitions du Trumpisme, c'est de casser des droits. Voilà. Et une dernière remarque, c'est que de fait, quand on parle aussi de retour du religieux, alors en France, on associe beaucoup cette question à l'islam politique ou à l'islamisme, etc. Mais c'est vrai que sur une carte du monde, parce qu'en France, on est le 4e pays le plus athée du monde. Hein. C'est quand même ça. C'est pour ça quand vous disiez qu'en France, sans doute que l'avortement est beaucoup plus acquis qu'aux États-Unis, c'est parce qu'on est un pays beaucoup moins religieux. Mais qu'à l'échelle de la planète, on voit bien que le retour du religieux est vraiment universel et qu'il est absolument sordide dans à peu près partout, sur tous les continents. Notamment en Israël, hein, il faut le dire. Oui.
puisque ce genre d'immixtion du religieux dans la politique, ça se voit aussi en Israël. Voilà. Pour revenir à la France, quand j'ai entendu hier, je crois que cette proposition de loi venant de la majorité relative est soutenue par la Première ministre, dans un premier temps, je me suis dit c'est un peu de l'opportunisme politique, puisqu'ils étaient contre il y a 2 ans. C'est de l'opportunisme politique, et c'est aussi habile, puisque ils mettent finalement, ils trouvent un prétexte pour mettre en pratique ces majorités élargies, puisque c'est un projet de loi qui peut être voté par la République en marche, la Renaissance, la gauche, et qui va diviser la droite et l'extrême droite. Donc, très habile. Et puis après, je me suis dit, oui, moi je trouve ça opportuniste. Puis après, je me dis, mais finalement, le contexte a changé. Il y a 2 ans, j'aurais trouvé ça opportuniste. Aujourd'hui, je pense que c'est symboliquement justifié. Et la politique, c'est du symbolique. Et on est dans un monde mondialisé. Et effectivement, de manière préventive, dire, évidemment, comme on me dit, la Constitution, on peut aussi la changer. Rien n'est irréversible. Mais dire que ici en France... Rien n'est irréversible, mais dans ce domaine... c'est juste, laissez-moi finir ma phrase. Rien n'est irréversible. Mais dans ce domaine, tout peut être... Non, voilà. Donc, c'est Simone de Beauvoir qui disait, laissez-moi finir ma phrase. Les acquis des femmes ne seront, toujours remis en cause à un moment ou à un autre. Je ne suis pas Simone de Beauvoir, mais je veux vous dire, je pense que c'est symboliquement, c'est important de dire ça. Et aussi, on est dans un pays qui, aujourd'hui, on s'en est pas aperçu. Ça nous a pas échappé que vous n'étiez pas Simone de Beauvoir. Par contre, on est dans un pays dirigé par des femmes. C'est ce qui a changé depuis une semaine. Première ministre qui est une femme. Présidente de l'Assemblée qui va être une femme, présidente des grands groupes parlementaires, la République en marche, l'ex-République en marche, Aurore Berger, Marine Le Pen, Mathilde Panot pour la France insoumise, et peut-être qu'un Premier ministre homme aurait hésité. Non, mais c'est vrai, on a... Et donc, en tout cas, ce combat, je pense, est un juste combat, et il faut dire qu'il n'y aura pas de ça, non pas Saran, ici, voilà. Parce que, ensuite, le Trumpisme, c'est quelque chose qui irradie dans le monde entier, qui irradie en Hongrie, et qui irradie aussi en France, etc. Donc, il faut faire très attention, et donc je suis d'accord avec cette inscription à la Constitution. Alors, 30 à 40 secondes pour chacun d'entre vous pour le coup de cœur ou le coup de griffe. Olivier Lerner, vous voulez commencer ? Oui, avec un bon souvenir de cohabitation douce. On est le 17 juin 1986, Coupe du Monde de football au Mexique, France-Italie, à 20h30. Et avec mon ami Rachid Arabe, avec qui on était très heureux au service politique d'Antenne 2 à l'époque, on décide d'aller acheter un ballon de foot, un vrai, en cuir. On va à l'Assemblée nationale et on joue avec les députés. Et on tombe directement sur le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas. On pose le ballon. J'ai vu la séquence. Il shoot sur le ballon pour lancer le sujet. Exactement. On est sur le perron de l'Élysée. Il voit le ballon, il sort et d'un magnifique pied gauche, il nous fait vraiment un tir extraordinaire. Et ensuite, on va rencontrer 5 députés de droite et 5 députés de gauche qui vont nous donner les pronostics, etc. Et nous dire surtout, donc à la fin, c'est Chaban qui va le dire. Vous proposez qu'on réconcilie tout le monde autour du ballon rond. C'est génial. On a compris. Et les débats ont été avancés ce soir-là pour que personne ne puisse rater le match. Il y avait unanimité à l'Assemblée. C'était beau, c'était de la belle cohabitation. Merci. Votre coup de cœur, Nathan Devers, ça peut être un film, un livre, une expo, etc. Un livre qui n'est peut-être pas sorti cette semaine, mais il n'y a pas longtemps, mais que j'ai lu cette semaine, qui s'appelle Soleil, d'Emma Karenini, qui est une philosophe. Et qui a écrit un formidable essai sur la place qu'occupe le soleil dans la philosophie occidentale. Le soleil dans son rapport à la vérité, depuis Platon jusqu'à Descartes, et puis en même temps le soleil comme quelque chose, presque un objet anti-philosophique. On connaît tous Camus, la pensée de la Méditerranée, etc. Donc c'était un formidable essai. Merci. Je signale d'ailleurs que vous êtes philosophe, mais vous êtes aussi romancier, qu'on parlera, on vous recevra à la rentrée pour un livre qui s'appelle Les liens artificiels, qui porte sur le métavers, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Michel Taubman. Un souvenir aussi, puisque Olivier Lerner a évoqué les siens, un souvenir qui m'est revenu dans la discussion à l'instant. On est dans les années 70, je suis lycéen, c'est avant la loi Veil, et une jeune fille du lycée tombe enceinte, et elle doit aller avorter à Amsterdam ou à Londres. Et on s'est cotisé, on a cassé le tirelire les uns et les autres, on avait 16 ans, 17 ans, pour permettre à cette jeune fille d'aller avorter dans des conditions... C'était très compliqué, c'était en cachette de ses parents, en cachette des profs, etc. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui, donc j'espère qu'elle est bien, elle doit avoir une 60aine d'années, elle est peut-être grand-mère, mais je pense à elle aujourd'hui, je pense à toutes ces jeunes femmes
toutes ces jeunes filles qui n'ont pas les moyens. Parce que aux États-Unis, il va falloir avoir les moyens pour changer d'État, pour aller se faire avorter. Et celles qui avorteront dans des conditions déplorables et dans des conditions lamentables et dangereuses pour leur santé. Merci Michel Taubman. Moi, je voulais vous conseiller le film sur Ronnie Telkabas. Mais je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu le film sur Elvis Presley. Et allez-y, c'est très bien. Elvis Presley ? Oui, Ah, super. Absolument. Yeah. Et alors, c'était le 4 quarts politique de la semaine avec aujourd'hui. Merci à eux, Pascal Perrino, Rachel Binas, Michel Taubman, Nathan Dever et Olivier Toute une Lerner. équipe très Bon dimanche rock'n'roll, à c'était tous. très rock'n'roll, hein.